Bonjour à tous. Avez-vous déjà jeté un œil sur une vieille carte marine, celle qui porte des annotations manuscrites, des avertissements kabbalistiques sur des zones aujourd'hui vides? Parfois, ces marques racontent des histoires oubliées, des secrets engloutis par le temps ou délibérément effacés. Les côtes bretonnes, avec leurs roches battues par les flots, leurs légendes séculaires et leurs brumes tenaces, semblent particulièrement douées pour garder ses secrets. Elles cachent des vestiges de toutes les époques, des menhirs au blockhouse, mais certaines disparitions sont plus complètes. Et si je vous disais qu'il existe, dans les parages de ces côtes escarpées, le récit chuchoté d'une base militaire qui aurait purement et simplement disparu, pas abandonnée, pas détruite, et dont les ruines subsistent, mais disparue, comme si l'océan l'avait avalée ou que quelqu'un avait effacé son existence des registres et de la mémoire collective. C'est une histoire qui flotte dans l'air salin, racontée à voix basse dans les arrière-salles des cafés des ports, une histoire que les pêcheurs expérimentés connaissent ou craignent d'évoquer. On l'appelle parfois l'île fantôme. D'autres parlent du projet Morbihan Noir, bien que les noms varient. Les générations plus jeunes n'y prêtent guère attention, la mettant sur le compte des superstitions locales ou des contes pour touristes. Mais si l'on gratte un peu, si l'on pose les bonnes questions aux bonnes personnes, celles dont les yeux ont vu la mer changer, celles qui se souviennent d'une époque où les accès étaient plus contrôlés, où les silences étaient plus lourd de sens, une trame commence à apparaître. Pas une légende de Corrigan ou de navire fantôme à voile déployé, non. Quelque chose de plus froid, de plus métallique, d'ancré dans la réalité militaire et stratégique du XXe siècle. Un projet classifié, installé dans l'isolement voulu des îles ou des pointes les plus reculées, loin des regards indiscrets et des routes maritimes fréquentées. Ces endroits où le vent hurle, où la mer déchaînée rend tout accès périlleux la majeure partie de l'année. Des lieux idéaux pour des opérations secrètes. Ma propre enquête a commencé il y a plusieurs années, par hasard, en consultant de vieilles archives maritimes départementales, cherchant des informations sur les phares et les sémaphores oubliés. Je suis tombé sur une série de cartes datant de la fin des années 1950 et du début des années 1960, où une zone au large d'une pointe particulièrement inhospitalière du Finistère Sud était marquée d'un tampon. Zone d'exclusion, usage militaire spécifique, navigation interdite, sauf autorisation. Rien d'extraordinaire en soi sur une côte aussi stratégique, sauf que sur les cartes ultérieures de la même série, 10 ou 15 ans plus tard, cette zone n'existait plus. La mention avait disparu. La bathymétrie semblait normale. Rien n'indiquait l'emplacement d'une installation. C'était comme si la terre, ou l'eau à cet endroit, n'avait jamais accueilli de présence humaine significative, encore moins une base. Ce simple détail m'a intrigué. Pourquoi effacer une zone d'exclusion? Les bases militaires sont déménagées, démantelées, mais leurs anciens emplacements restent généralement marqués sur les cartes, souvent avec des mentions d'anciennes fortifications ou de zones dangereuses. Cette absence totale était suspecte. Les premières tentatives pour obtenir des informations officielles ont été un mur de silence poli. Les services de la Marine nationale, les archives du ministère de la Défense, les préfectures maritimes, tous ont répondu par des formulaires standards, des dénégations polies ou une absence totale de dossiers correspondant à cette période ou à cette zone spécifique. C'est le premier indice qu'il ne s'agissait pas d'une simple base côtière abandonnée, mais de quelque chose qui n'était pas censé laisser de traces. Le terme de base disparue a pris tout son sens. Comment une structure militaire, même modeste,
peut-elle s'évanouir? Aucune trace aérienne visible sur les photographies anciennes des années 60 et 70 si l'on ne sait pas exactement où regarder. Aucune mention dans les journaux locaux de l'époque, même les plus indépendants ou les plus portés sur les faits divers. Rien. C'est comme si un morceau de côte ou une petite île avait été temporairement effacé de la réalité officielle. Ce niveau d'effacement suggère une opération délibérée, d'une ampleur considérable. Qu'est-ce qui justifierait un tel secret, un tel nettoyage? Pas une simple batterie côtière, pas un poste de guet ordinaire, quelque chose de plus sensible, potentiellement dangereux, ou dont l'existence même était une violation de certains accords. Les rumeurs locales, elles, persistent. Elles parlent d'une zone maudite, d'une île qui n'existe pas sur les cartes, mais où des lumières étranges étaient parfois vues la nuit, d'un bruit sourd entendu loin à l'intérieur des terres, d'une mer qui n'était pas normale dans les parages, des pêcheurs qui perdaient leurs instruments, des oiseaux marins qui désertaient la zone, des histoires que l'on pourrait facilement rejeter comme des élucubrations si elles n'étaient pas aussi persistantes et si elles ne pointaient pas toutes, vaguement, vers le même secteur géographique que celui des cartes maritimes tamponnées. L'idée d'une base disparue a commencé à prendre forme. Pas une disparition surnaturelle, mais une oblitération méthodique. La question n'est pas si quelque chose était là, mais quoi, pourquoi et comment cela a pu être effacé si complètement. C'est une plongée dans les eaux troubles du secret d'État, des opérations clandestines et peut-être des accidents qui n'auraient jamais dû se produire. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà entendu des récits similaires, des lieux qui semblent avoir été gommés de la mémoire collective, surtout dans des régions au passé militaire chargées comme la Bretagne? La recherche a rapidement dépassé la simple consultation d'archives et la collecte de rumeurs. Il fallait trouver des témoins, ou du moins des personnes ayant été indirectement impliquées ou présentes dans la région à l'époque. Ce fut le plus difficile. La population locale, surtout les plus âgés, est traditionnellement discrète, peu encline à parler aux étrangers, encore moins d'histoires qui pourraient impliquer les autorités. Les premières conversations étaient laborieuses, pleines de silence, de regards fuyants, de réponses évasives. Ah, cette zone-là. Oui, c'était un coin à éviter. Courants forts, mauvais temps, et puis les militaires aimaient pas qu'on traîne par là. C'était le maximum que l'on obtenait au début. Pas de mention directe d'une base, juste l'idée d'une présence, d'une interdiction. J'ai passé des semaines à fréquenter les ports, les marchés locaux, les quelques rares auberges encore ouvertes hors saison, écoutant, posant des questions indirectes, partageant une bolée de cidre ou une assiette de fruits de mer. Peu à peu, quelques bribes d'informations ont émergé. Un ancien patron de pêche, aujourd'hui à la retraite, se souvenait avoir vu, dans sa jeunesse, des navettes rapides faire des allers-retours fréquents entre un petit port militaire discret de la côte et le large, vers l'endroit suspecté. Pas des bateaux de pêche, hein? Rapides, gris, avec des gens en uniforme. Ils chargeaient des choses bizarres, des caisses lourdes, du matériel qui ressemblait pas à du poisson. Ils parlaient d'une période, disait-il, avant que ça devienne un coin mort. Un autre, dont le père travaillait pour une entreprise de BTP de la région dans les années 50, se souvenait que son père avait été réquisitionné avec d'autres ouvriers qualifiés pour un chantier spécial dans un endroit isolé. Il disait jamais où, ni ce qu'il faisait exactement, juste que c'était secret, payé par l'armée et qu'il fallait rien dire. C'était un endroit où il faisait pas bon traîner,
même pour les ouvriers, des gardes partout, des règles strictes. Le chantier aurait duré plusieurs années, apparemment avec des pauses, des retards, des difficultés liées aux conditions maritimes extrêmes. Un jour, le père est rentré et a dit que le chantier était fini, mais d'une manière abrupte. Comme si ça s'était arrêté d'un coup. Pas une fin normale de travaux. Il avait l'air secoué, mais il n'a jamais voulu en parler davantage. Ses témoignages, fragmentaires et espacés dans le temps, commençaient à dessiner le contour d'une présence militaire significative dans la zone indiquée sur les cartes. Une installation qui a nécessité un chantier important et une logistique dédiée. Mais pourquoi si loin, si isolé? Et quel était le but de cette structure? La nature même de la côte bretonne, avec ses eaux profondes proches du rivage par endroits, ses innombrables îles et îlots, ses courants violents, en fait un environnement complexe et potentiellement hostile, mais aussi stratégiquement intéressant pour des opérations navales, notamment sous-marines. La période suggérée par les cartes, fin des années 50, début des années 60, coïncide avec le pic de la guerre froide, une époque où la surveillance acoustique des sous-marins, la recherche sur les torpilles, les sonars avancés et les communications sécurisées étaient des priorités absolues pour toutes les grandes puissances militaires. L'idée d'une base dédiée à ce type de recherche ou d'opérations secrètes prenait corps. Peut-être une station d'écoute sous-marine, un centre de test pour des équipements hydroacoustiques, ou quelque chose de plus audacieux, comme un abri sous-marin expérimental ou une base pour de petits submersibles de reconnaissance. L'isolement géographique n'aurait pas été un inconvénient, mais un atout, garantissant le secret des opérations et la protection contre l'espionnage ou le sabotage. L'accès se faisait probablement exclusivement par mer, expliquant l'absence de routes visibles ou de pistes d'atterrissage classiques. La structure elle-même aurait pu être partiellement souterraine ou construite à même la roche, utilisant les cavités naturelles ou creusant des galeries pour se protéger des éléments et des regards indiscrets. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher des informations non plus sur une base, mais sur des projets militaires spéciaux ou des expérimentations navales menées au large de la Bretagne à cette époque. Une piste, vague au début, a émergé. Des mentions dans d'anciens rapports parlementaires, rendus publics avec d'énormes retards et fortement censurés, d'un crédit budgétaire alloué à un programme de recherche appliquée en environnement marin profond pour la Marine nationale, sans autre détail sur la localisation ou la nature exacte des recherches. Le montant était significatif, suggérant une infrastructure coûteuse. Ces recherches devaient se dérouler dans des conditions particulières, nécessitant une installation dédiée. L'endroit marqué sur les cartes s'imposait de plus en plus comme le site de ce mystérieux programme. Mais il restait le mystère de la disparition. Un programme de recherche ne disparaît pas sans laisser de traces. La quête de documents officiels sur ce site s'est révélée être un véritable parcours du combattant administratif. Les demandes d'accès aux archives militaires classifiées sont soumises à des délais et des restrictions considérables. Après des mois d'attente, j'ai obtenu l'autorisation de consulter certains documents déclassifiés concernant la Marine nationale dans la période 1955-1970, mais avec une liste stricte de sujets autorisés. Évidemment, toute recherche par mots-clés comme « base secrète Bretagne » ou « île fantôme » ne donnait rien. Il fallait fouiller par thèmes plus généraux, comme « recherche hydroacoustique »,« infrastructure côtière atlantique », « programme de surveillance sous-marine ». Ce fut un travail fastidieux, parcourant des centaines de pages, la plupart sans rapport direct, certaines noircies par la censure. Pourtant, au milieu de notes de services de routine et de rapports techniques obscurs, j'ai trouvé quelques éléments intrigants. Un document, un compte-rendu de réunion interne du ministère des Armées datant de 1958,
mentionnait brièvement le projet ORC, l'acronyme n'était pas développé, comme prioritaire pour la sécurité nationale et nécessitant la mise en place d'une infrastructure dédiée dans une zone maritime isolée de la façade atlantique. Aucune localisation géographique précise n'était donnée, mais la description correspondait parfaitement à ce que je recherchais. Une autre référence, plus tardive, 1963, dans un rapport sur les budgets d'équipement naval, allouait des fonds pour l'entretien et l'amélioration des installations liées au projet ORC. Ces maigres mentions, combinées aux témoignages locaux et aux anomalies sur les cartes, renforçaient l'hypothèse d'une base secrète liée à un projet de grande importance. Le nom ORC était peut-être un acronyme interne, une référence cryptique. ORC pourrait évoquer l'orca, l'épaulard, un prédateur marin connu pour son intelligence et ses capacités acoustiques, un lien possible avec un projet d'écoute ou de guerre sous-marine, ou s'agissait-il d'une simple désignation codée sans signification intrinsèque? Le voile sur la nature exacte du projet ORC restait épais. S'agissait-il de mettre au point un nouveau type de sonar, d'expérimenter des systèmes de communication sous-marine indétectables, de développer des armes sous-marines, ou même de tester des prototypes de submersibles compacts ou autonomes? L'époque s'y prêtait. La course aux armements battait son plein et la France, désireuse de conserver son rang et son indépendance stratégique, investissait massivement dans la recherche militaire de pointe, souvent dans le plus grand secret. L'hypothèse la plus plausible, compte tenu de la localisation et de la période, était une installation liée à la lutte anti-sous-marine ou à la surveillance des voies maritimes stratégiques. La Bretagne, avec sa position avancée sur l'Atlantique et sa proximité avec les routes que pouvaient emprunter les sous-marins des pays du pacte de Varsovie, était un endroit logique pour une telle base. Une station d'écoute sophistiquée, capable de détecter et de suivre les submersibles en immersion, nécessiterait une installation côtière ou insulaire pour le traitement des données, des capteurs déployés sur de vastes fonds marins et une liaison de communication sécurisée avec le commandement. Les conditions difficiles du site, avec ses courants forts et sa topographie sous-marine complexe, auraient pu rendre l'installation et la maintenance particulièrement ardues. Mais peut-être offrait-elle aussi des avantages uniques, comme un masquage acoustique naturel ou la difficulté pour un adversaire de repérer ou de saboter les installations. L'absence totale de traces dans les archives postérieures aux années 60 était de plus en plus frappante. Pas de mention de fermeture, de démantèlement, de transfert de personnel. C'est comme si le projet ORC et son infrastructure avaient cessé d'exister du jour au lendemain, sans justification administrative apparente. J'ai tenté de retrouver d'anciens militaires ayant servi en Bretagne dans la marine à cette époque, espérant qu'un sous-officier ou un officier subalterne, moins au fait des grands secrets, mais au courant des aspects logistiques, pourrait se souvenir de quelque chose. Là encore, la discrétion était de mise. La plupart étaient décédés, et ceux que j'ai pu approcher se montraient soit réellement ignorants, soit très réticents à parler de cette période. On nous disait où aller, on y allait. On ne posait pas de questions sur ce que faisaient les autres unités, surtout les spéciales, m'a dit un ancien officier des transmissions. Il a ajouté, après un long silence, « Il y avait des zones qu'on évitait, des bateaux avec des consignes particulières. Des rumeurs couraient, bien sûr, mais on savait qu'il valait mieux ne pas y prêter attention. Ces zones qu'on évitait. Il y revenait encore et toujours à cet endroit précis au large des côtes, celui des cartes tamponnées. L'enquête prenait une tournure plus sombre. Il ne s'agissait pas seulement de la disparition d'une base, mais de l'effacement d'un chapitre entier. Pour tenter de localiser plus précisément le site du projet ORC,
Je me suis concentré sur la zone d'exclusion marquée sur les cartes anciennes. C'était un secteur maritime d'environ 2000 nautiques carrés, situé à quelques kilomètres au large d'une péninsule rocheuse isolée, peu habitée, balayée par les vents et les embruns. La seule présence humaine permanente à proximité était celle d'un vieux phare, aujourd'hui automatisé, mais dont l'ancien gardien, à la retraite depuis longtemps, vivait encore dans le village le plus proche. J'ai réussi à le rencontrer. Monsieur Le Gall, un homme au visage buriné par le vent, avec le regard perçant de ceux qui ont scruté l'horizon pendant des décennies, il se souvenait parfaitement de la période où la zone était interdite. « Oh oui, le coin des militaires », a-t-il dit en hochant la tête. Ils étaient là, pendant des années, des bateaux qui allaient et venaient, surtout la nuit, des lumières qu'on voyait parfois dans la brume, là où il ne devrait y avoir que la mer et quelques cailloux. Il a confirmé que l'accès était strictement contrôlé, par mer et parfois par des patrouilles côtières terrestres sur la péninsule. On nous avait dit de signaler toute approche suspecte, tout bateau qui s'aventurerait trop près de cette zone. Je lui ai montré une copie de la vieille carte marine avec la zone tamponnée. Il l'a regardée attentivement, reconnaissant l'emplacement. C'est bien ça, juste derrière le grand caillou, là où les courants sont les plus forts. Un sale coin, même par beau temps. Le grand caillou était un rocher isolé, à peine visible à marée haute, connu des pêcheurs pour les dangers qu'il représentait et pour les eaux profondes qui l'entouraient. Ils ont dû construire sur le grand caillou, ou juste à côté, ou sous l'eau, a suggéré M. Le Gall, parce qu'il n'y a pas d'île là, à part lui. Cette information était cruciale. La base n'était peut-être pas sur une île existante, mais sur ou à côté d'un simple rocher, un caillou battu par les flots. Une construction sur un tel site serait un défi d'ingénierie colossal, nécessitant des fondations sous-marines massives ou l'utilisation d'une structure semi-submersible. Cela expliquerait aussi pourquoi il n'y a pas de trace évidente d'une île disparue sur les cartes. Peut-être que l'infrastructure était principalement sous le niveau de la mer, avec juste une partie émergée, vulnérable aux éléments. J'ai loué un petit bateau et, avec l'aide d'un pêcheur local réticent, il a fallu insister et bien payer, je me suis rendu dans la zone indiquée. L'approche de ce secteur par mer était effectivement impressionnante. Les courants y étaient particulièrement puissants et imprévisibles, créant des remous et des clapotis même par mer calme. Le grand caillou émergeait de l'eau, sombre et menaçant, couvert d'oiseaux marins. Autour de lui, la mer semblait plus sombre, indiquant une profondeur importante à proximité immédiate. En utilisant un sondeur de pêche basique, j'ai exploré la zone à proximité du rocher. La bathymétrie montrait une fosse importante juste à l'est du Grand Caillou, atteignant rapidement plus de 50 mètres de profondeur. Sur le fond marin, le sondeur indiquait par endroits des structures irrégulières, des échos qui ne ressemblaient pas à un fond rocheux naturel ou à des épaves connues. C'était vague, mais cela suggérait la présence de débris ou de constructions immergées. Le pêcheur, nerveux, surveillait l'horizon. « On ne s'attarde pas ici, monsieur. Ce coin-là, il y a des histoires, des choses qui coulent sans raison, des moteurs qui s'arrêtent. Superstition, sans doute, mais l'atmosphère était tendue. Sur le grand caillou lui-même, je n'ai vu aucune trace de construction. Pas de béton, pas de ferraille rouillée, juste la roche nue et les oiseaux. Soit la base était entièrement sous l'eau, soit ce qui en restait était dissimulé par la mer, la végétation marine, ou simplement trop dégradé pour être reconnaissable.
L'hypothèse d'une structure principalement immergée, avec peut-être juste une petite partie technique ou un poste d'observation émergé près du rocher, devenait de plus en plus crédible. Une telle configuration réduirait la visibilité depuis la côte et les airs, renforçant le secret, mais la rendrait aussi extrêmement vulnérable aux tempêtes les plus violentes de l'Atlantique. Les conditions météorologiques en Bretagne peuvent être extrêmes, avec des vagues cyclopéennes et des vents d'une force incroyable. Une structure exposée, même partiellement, sur un site aussi battu, devrait être d'une solidité phénoménale. Le simple fait d'avoir réussi à construire quelque chose ici et à le maintenir pendant plusieurs années était déjà un exploit d'ingénierie. Mais qu'est-ce qui justifiait un tel effort dans un endroit aussi hostile? Le secret, à l'évidence. Un secret qui valait le coût et le risque. L'exploration du site physique, bien que limitée et dangereuse, a confirmé qu'il y avait bien eu une activité humaine importante dans cette zone précise, là où les cartes anciennes l'indiquaient et où les cartes modernes ne montraient rien d'inhabituel. Les échos suspects du sondeur près du Grand Caillou suggéraient fortement la présence de structures artificielles ou de débris importants sur le fond. Reste la question fondamentale. Qu'est-ce qui se passait concrètement dans cette base? Quels étaient les objectifs du projet ORC? En recoupant les informations disponibles, aussi parcellaires soient-elles, la période, guerre froide, la localisation, côte stratégique de l'Atlantique, la classification extrême, le nom de code potentiel, ORC, évoquant l'acoustique marine, l'hypothèse d'un projet lié à la guerre sous-marine ou à la surveillance acoustique devenait la plus probable. Dans les années 50 et 60, la France développait activement sa propre force sous-marine, notamment dans l'optique de sa force de dissuasion nucléaire. La capacité à détecter les sous-marins adverses, à les suivre et à protéger ses propres submersibles était primordiale. Une base isolée en Bretagne aurait pu servir de centre de recherche ou de test pour des systèmes de détection passive ou active, des hydrophones sophistiqués, des réseaux de capteurs sous-marins ou même des prototypes de sonars à basse fréquence capables de porter loin. L'environnement acoustique complexe de cette partie de la côte bretonne, avec ses fonds rocheux, ses courants violents, ses variations de salinité et de température liées aux marées, en faisait un laboratoire naturel idéal pour tester la performance de tels systèmes dans des conditions opérationnelles réalistes et difficiles. L'emplacement près d'une fosse profonde pourrait indiquer des tests sur des équipements capables d'opérer à grande profondeur ou le déploiement de capteurs fixes sur le fond marin. Le projet ORC pourrait donc avoir été le nom de code d'un programme visant à doter la Marine nationale d'une capacité avancée de lutte anti-sous-marine, essentielle face à la menace potentielle des flottes de submersibles des autres puissances nucléaires. Les témoignages vagues sur le matériel bizarre transporté vers le site par les navettes militaires pourraient correspondre à des équipements électroniques sensibles, des câbles sous-marins, des hydrophones, ou même des composants pour des armes expérimentales, comme des torpilles acoustiques avancées. Un ancien ingénieur du son, qui avait travaillé pour une entreprise sous-traitante de la défense dans les années 70, m'a confié sous le sceau de la confidentialité avoir entendu parler, à l'époque, d'un programme antérieur mené au large de la Bretagne qui aurait rencontré de sérieuses difficultés liées à des interactions inattendues entre des signaux acoustiques de forte puissance et l'environnement marin local. Il n'avait pas plus de détails, la mention n'était qu'une rumeur dans son milieu, mais l'idée d'expérimentation acoustique potentiellement dangereuse sur le site du projet ORC était une piste supplémentaire. Des expériences impliquant l'émission de sons ou d'ondes électromagnétiques de forte intensité pourraient avoir eu des conséquences imprévues sur l'environnement marin ou même sur la structure de la base elle-même. L'extrême confidentialité entourant le projet
suggèrent aussi qu'il pouvait s'agir de technologies de pointe, dont la révélation aurait donné un avantage stratégique majeur à un adversaire, ou, plus inquiétant, qu'il y a eu des incidents, des accidents. Qu'est-ce qui aurait pu pousser les autorités à effacer complètement l'existence d'une telle base plutôt que de simplement la fermer? La disparition totale de la base et des informations à son sujet pointe vers un événement majeur, quelque chose qui a rendu l'existence même du site politiquement, stratégiquement ou techniquement inacceptable. Il ne s'agit pas d'une simple fermeture pour obsolescence. Un tel niveau d'effacement suggère soit une destruction catastrophique, soit un incident ayant mis en lumière un secret qu'il fallait à tout prix préserver, ou les deux. Plusieurs scénarios réalistes peuvent être envisagés, tous potentiellement liés aux activités menées sur le site. Le plus simple serait une catastrophe naturelle majeure, une tempête d'une violence exceptionnelle, conjuguée aux courants extrêmes et à la topographie sous-marine instable près du Grand Caillou, aurait pu endommager gravement, voire détruire, une structure, surtout si elle était partiellement immergée ou construite sur des fondations sous-marines complexes. La Bretagne est coutumière de coups de vent et de vagues dévastateurs. Cependant, une simple tempête, même terrible, n'explique pas l'effacement documentaire et le silence. Les catastrophes naturelles sont généralement médiatisées, surtout quand elles touchent des installations publiques, et leurs causes sont étudiées. S'il y a eu une tempête dévastatrice, elle a pu être le déclencheur ou l'aggravant d'un problème d'une autre nature. Un autre scénario, plus plausible étant donné la nature probable du projet, est un accident lié aux expérimentations elles-mêmes. Si le projet ORC impliquait des recherches sur des technologies acoustiques ou électromagnétiques de forte puissance, une mauvaise manipulation, une défaillance technique ou une réaction imprévue avec l'environnement marin aurait pu provoquer une explosion, un effondrement structurel ou un dégagement de substances dangereuses. Un accident majeur sur une base aussi isolée et secrète serait un cauchemar de relations publiques et stratégiques. Si l'expérimentation elle-même était la cause de la destruction ou d'un danger, les autorités auraient un intérêt vital à faire disparaître toute preuve de ce qui s'est passé et de la nature exacte des travaux menés. Imaginez un test de sonar de très basse fréquence destiné à détecter les sous-marins à des centaines de kilomètres, mais qui s'avère avoir des effets dévastateurs sur la faune marine locale ou même sur la structure géologique environnante. Ou un accident lié à l'utilisation de matériaux ou d'énergies nouvelles, comme une fuite de produits chimiques toxiques ou un incident lié à l'alimentation énergétique. Certaines rumeurs locales, très vagues, parlaient de lumière bleue ou de ronronnements étranges avant la disparition, ce qui pourrait évoquer une source d'énergie non conventionnelle, comme un petit réacteur nucléaire, hypothèse très osée, mais pas totalement impensable pour un projet top secret dans les années 60, bien que hautement improbable étant donné les risques et la période. Un accident, quel qu'il soit, ayant entraîné des pertes humaines parmi le personnel de la base, serait une autre motivation puissante pour un camouflage. Les familles voudraient savoir, les syndicats réagiraient, la presse s'emparerait de l'affaire. Faire disparaître la base, c'est faire disparaître le lieu de l'accident, rendant toute enquête indépendante presque impossible. Un ancien officier de marine à la retraite, contacté par l'intermédiaire d'une connaissance, a accepté de parler sous couvert d'anonymat le plus strict. Il n'avait pas servi directement sur le site mystérieux, mais il était en poste à Brest à l'époque et se souvenait de rumeurs persistantes. On disait qu'il y avait eu un coup dur au large vers la pointe là-bas, a-t-il murmuré, refusant de nommer l'endroit précis. Pas un accident de navigation normal, quelque chose de sale, des pertes. Et puis, silence radio. Plus personne n'en a parlé. Les gars qui étaient censés savoir fermaient leur gueule ou étaient mutés loin. Ça sentait le secret qui tourne mal.
Il a évoqué une évacuation rapide du personnel survivant, l'arrivée de navires militaires qui ont quadrillé la zone pendant des semaines, et l'interdiction formelle pour quiconque de s'approcher. Un vrai blackout. Plus rien sur les cartes, plus rien dans les consignes. Comme si ça n'avait jamais existé. Ce témoignage, bien que de seconde main et basé sur des rumeurs de caserne, corroborait l'idée d'un événement soudain et grave, suivi d'une opération de couverture massive. Si un accident majeur est à l'origine de la disparition de la base, l'étape suivante, le comment de l'effacement, a dû être une opération de camouflage d'une ampleur et d'une efficacité rares. Faire disparaître physiquement les vestiges d'une base sur ou sous l'eau est une chose, mais faire disparaître son existence des archives et des mémoires en est une autre, bien plus complexe. L'opération de camouflage aurait dû commencer immédiatement après l'événement. Sur le site, des navires militaires spécialisés auraient été déployés pour quadriller la zone, récupérer tout débris flottant identifiable et potentiellement niveler ou dissimuler les structures immergées restantes. L'utilisation d'explosifs pour faire s'effondrer les parties de la base encore debout ou pour rendre les ruines méconnaissables n'est pas à exclure. Les échos irréguliers que j'ai détectés avec mon sondeur pourraient être les restes fragmentés de structures en béton et en métal. Une opération sous-marine lourde aurait été nécessaire, utilisant des plongeurs, des submersibles de travail, probablement très basiques pour l'époque, et des grues embarquées. Le but aurait été de ne laisser aucune trace visible depuis la surface ou les airs, et de rendre le site aussi inhospitalier que possible pour d'éventuels curieux, déclarer la zone dangereuse pour la navigation en raison de courants exceptionnels ou de risques d'éboulement, aurait permis de justifier l'interdiction d'accès et de décourager les approches. Parallèlement à cette opération physique, un effort considérable aurait été déployé au niveau administratif et politique. Toutes les mentions de la base ou du projet ORC dans les documents officiels, rapport de construction, budget alloué, ordre de mission, liste de personnel affecté, communication interne, auraient été systématiquement identifiées, collectées et détruites ou reclassifiées au plus haut niveau de secret, avec des délais de consultation s'étendant sur plusieurs décennies, voire un siècle. C'est ce qui expliquerait l'absence de dossiers que j'ai rencontrés. Les archives ne sont pas perdues. Elles sont délibérément rendues inaccessibles ou purgées. Le personnel impliqué, tant militaire que civil, les ouvriers du BTP mentionnés par le fils de l'un d'eux, le personnel de logistique, etc., auraient été soumis à des clauses de confidentialité strictes, voire menacés de graves conséquences en cas de rupture du secret. Les familles du personnel disparu dans l'accident, si accident il y a eu, auraient pu être indemnisées généreusement en échange de leur silence ou informées d'une version officielle tronquée des événements, accident en mer sans rapport avec une base secrète, par exemple. Les quelques témoins locaux, comme le gardien de phare ou les pêcheurs qui avaient vu les allers-retours, n'auraient pas eu de preuves formelles de ce qu'ils avaient vu. Leurs récits auraient été considérés comme de simples ragots ou superstitions. L'absence de presse locale faisant état de l'incident suggère soit une censure active, soit le fait que l'événement a été si soudain et isolé que personne en dehors du cercle militaire n'en a eu connaissance de manière fiable avant que le secret ne soit imposé. L'hypothèse d'une destruction rapide et quasi totale par un accident ou une démolition contrôlée post-accident rendrait crédible le manque de témoins directs en dehors du personnel présent sur place. Le fait que la zone ait été retirée des cartes maritimes officielles sans explication est l'indice le plus tangible de cette opération de camouflage. Cela a exigé une décision au plus haut niveau de l'État, impliquant probablement le ministère de la Défense et le service hydrographique. C'est une action qui ne se prend pas à la légère et qui n'a lieu que pour des raisons de sécurité nationale
ou pour dissimuler un échec ou une tragédie majeure. La combinaison d'un site isolé, d'un projet secret, d'un événement grave et d'une opération d'effacement méticuleuse a créé le mythe de la base militaire disparue. Ce n'est pas une disparition au sens magique du terme, mais un effacement orchestré. La disparition de la base militaire au large des côtes bretonnes n'est donc pas le fruit d'une quelconque force mystique ou d'un phénomène inexpliqué, mais très probablement la conséquence d'un projet militaire ultra secret ayant tourné au désastre, suivi d'une opération de camouflage d'une efficacité redoutable. Le projet ORC, vraisemblablement lié à la recherche acoustique ou à la guerre sous-marine dans le contexte de la guerre froide, nécessitait un isolement total et un site aux caractéristiques maritimes spécifiques. L'emplacement près du Grand Caillou, exposé aux éléments et doté de fonds profonds, présentait à la fois des avantages techniques et des risques immenses. Il est probable qu'un accident majeur, peut-être lié aux expérimentations elles-mêmes, émission d'ondes puissantes aux conséquences imprévues, à une défaillance structurelle face aux conditions extrêmes, ou une combinaison des deux, possiblement aggravée par une tempête, ait entraîné la destruction de l'installation et des pertes humaines. La réponse des autorités a été radicale et totale. Effacer l'existence même du site pour éviter un scandale national ou international, protéger les technologies impliquées, même si le projet était un échec, ou simplement ensevelir une tragédie. L'opération a consisté à nettoyer physiquement le site autant que possible, à faire disparaître toutes les traces documentaires et à imposer le silence aux témoins potentiels. Le succès de cette opération explique pourquoi, des décennies plus tard, il est si difficile de trouver des preuves tangibles et pourquoi l'histoire a pris les allures d'une légende locale. Ce qui reste aujourd'hui, ce sont les rumeurs persistantes dans les ports, l'anomalie sur les vieilles cartes maritimes, les échos suspects sur le fond marin, près du Grand Caillou, et le silence des archives officielles. La zone elle-même, toujours balayée par les courants et souvent enveloppée dans la brume, semble garder son secret avec l'aide de l'océan. L'enquête a permis de reconstituer un scénario plausible, de donner un nom de code potentiel au projet, ORC, et de comprendre les motivations derrière l'effacement. Mais des questions subsistent. Quelle était la nature exacte des expérimentations? Combien de personnes travaillaient sur cette base et combien ont péri dans l'accident? Quelle a été l'étendue exacte des dégâts matériels et environnementaux? Et surtout, y a-t-il encore des vestiges significatifs de cette base enfouie sous les sédiments, attendant d'être découverts? Pour l'instant, la vérité complète sur la base militaire disparue des côtes bretonnes reste dissimulée sous les vagues et derrière les murs du secret d'État. L'histoire sert de rappel que même à l'ère de l'information, certains secrets militaires sont si profondément enfouis qu'ils finissent par se confondre avec les mythes. Cette histoire de la base disparue, du projet ORC et du mystère qui l'entoure met en lumière plusieurs aspects de la manière dont les États peuvent gérer les projets sensibles et les accidents qui en découlent. Premièrement, l'importance stratégique de l'isolement géographique. Choisir un site comme une île lointaine ou une pointe inhospitalière n'est pas seulement une question de sécurité physique contre l'espionnage ou le sabotage, c'est aussi un moyen de minimiser le nombre de témoins potentiels et de faciliter une éventuelle opération de confinement ou de dissimulation. L'accès exclusivement maritime renforce cet isolement. Deuxièmement, la capacité d'un État à effacer des pans entiers de son histoire officielle. L'accès aux archives est un droit fondamental dans une démocratie, mais il est toujours limité par les impératifs de sécurité nationale. Dans le cas de projets classifiés comme le projet ORC, les documents peuvent être purgés ou rendus inaccessibles pendant des décennies, voire des siècles, rendant le travail des historiens et des journalistes extrêmement difficile.
Le silence des personnes impliquées, qu'ils soient volontaires, par loyauté ou peur, ou contraints, par des accords de confidentialité ou des menaces, contribue également à maintenir le secret. Troisièmement, la résilience de la mémoire collective locale et des rumeurs. Même si les faits précis sont déformés ou oubliés, l'existence d'un événement inhabituel, d'une présence mystérieuse, d'une zone à éviter, peut persister sous forme de légende ou de superstition. Ces récits, bien que non scientifiques, peuvent servir de point de départ pour une enquête et pointer vers des lieux où quelque chose d'anormal s'est produit. Dans ce cas, les histoires de zones maudites et les anomalies sur les vieilles cartes se sont mutuellement renforcées, offrant la seule piste disponible. Quatrièmement, les risques inhérents aux projets militaires de pointe. Le développement de nouvelles technologies, surtout dans des domaines aussi complexes et dangereux que la guerre sous-marine ou l'utilisation de nouvelles formes d'énergie, comporte des risques d'accidents graves. Lorsque ces projets sont menés dans le plus grand secret, les conséquences d'un échec peuvent être non seulement stratégiques, mais aussi humaines et environnementales, sans que le public en soit jamais pleinement informé. Le cas du projet ORC, tel qu'il se dessine, semble combiner tous ces éléments. Un projet ambitieux et risqué, mené en secret sur un site isolé, un accident grave aux conséquences potentiellement lourdes et une opération d'effacement réussie. Aujourd'hui, en me tenant face à la mer houleuse au large de cette pointe bretonne, regardant vers le grand caillou balayé par les embruns, il est difficile d'imaginer qu'une infrastructure complexe ait pu exister ici, puis être effacée. La nature reprend vite ses droits. La mer est un puissant effaceur de traces. Pourtant, le sentiment qu'il y a quelque chose dans ces eaux, un poids historique invisible, persiste. L'histoire de cette base disparue n'est pas seulement un mystère à résoudre. C'est aussi un avertissement sur les secrets que la mer et l'État peuvent conjointement garder. C'est le récit d'un lieu qui, pour des raisons que l'on ne connaîtra peut-être jamais entièrement, a été retiré de la carte du monde officielle. Le projet ORC est peut-être enterré au fond de l'océan, mais son histoire continue de flotter, comme un murmure dans le vent breton. Y aura-t-il un jour de nouvelles informations, des documents qui seront enfin déclassifiés, des témoins qui, au crépuscule de leur vie, décideront de parler? L'espoir subsiste. En attendant, le mystère de la base disparue demeure, un témoignage silencieux des profondeurs du secret militaire en Bretagne. La difficulté de faire la lumière sur cette affaire réside dans le fait que les éléments de preuve sont rares, dispersés et souvent contradictoires. Les témoignages oraux sont sujets aux déformations dues au temps, à la mémoire sélective et à l'amplification par la rumeur. Les documents officiels sont manquants ou inaccessibles. Les preuves physiques sont soit détruites, soit enfouies sous l'eau, dans un environnement difficile à explorer. L'enquête a progressé en connectant des points apparemment sans rapport. Une anomalie sur une vieille carte, une rumeur locale persistante, une mention cryptique dans un document archivé, le souvenir vague d'un chantier secret, l'analyse des priorités militaires de l'époque. Chaque élément, pris isolément, pourrait être mis de côté. C'est leur convergence sur une zone géographique et une période donnée qui leur confère leur poids. L'hypothèse d'un projet d'expérimentation acoustique avancé dans les années 60 sur un site isolé, ayant subi un accident suivi d'un effacement, est la plus cohérente avec les maigres informations disponibles. Elle explique le besoin de secret, les moyens considérables probablement déployés, les risques encourus et la réaction radicale en cas de problème majeur. L'effacement des cartes est l'acte le plus significatif. Il ne peut s'expliquer que par une volonté délibérée des autorités de nier l'existence passée de cette installation. Pourquoi prendre un tel risque de se rendre suspect
si la base avait simplement été fermée normalement. Non, la disparition des cartes suggère que l'existence de cette base est devenue un passif, un secret à ensevelir. Peut-être que l'accident a révélé une vulnérabilité inattendue de la technologie testée, ou a mis en danger une population locale sans qu'elle le sache, ou a impliqué une puissance étrangère d'une manière qui ne pouvait être révélée. Les possibilités sont nombreuses et sans nouvelles informations, elles restent des spéculations, même si elles sont éclairées par les faits disponibles. Le dossier n'est pas clos, mais il est au point mort, attendant qu'un nouvel élément vienne briser le mur de silence. L'histoire de la base disparue est un rappel poignant que même dans notre monde interconnecté, il existe encore des zones d'ombre, des histoires officiellement inexistantes, des mystères qui résistent aux tentatives de les déterrer. Et la Bretagne, avec sa nature sauvage et son histoire complexe, est le cadre parfait pour un tel secret. Continuer à chercher de nouvelles pistes est un défi. J'ai contacté des historiens militaires, des océanographes, des spécialistes des technologies sous-marines, des journalistes d'investigation ayant travaillé sur des sujets similaires. Certains connaissaient la rumeur de cette base disparue, mais aucun n'avait pu trouver de preuves solides pour la documenter. Un ancien officier de renseignement, à la retraite, a souri amèrement quand je lui en ai parlé. « Ah oui », a-t-il dit. « On appelait ça le trou de la brume. Un truc des ingénieurs et des techniciens. Très pointu, très secret. C'était avant mon temps sur ce genre de dossier, mais la consigne était claire. On ne posait pas de questions. On savait juste que c'était un endroit où les choses pouvaient mal tourner. Et apparemment, ça a mal tourné. » Il a refusé d'en dire plus, invoquant toujours le devoir de réserve, même si les faits sont anciens. Son surnom, le trou de la brume, faisait écho à la localisation probable près d'un rocher souvent enveloppé par la brume et suggérait l'idée d'un endroit où les choses se perdaient ou disparaissaient. Cette confirmation informelle, venant d'un milieu lié au renseignement, renforçait la crédibilité de l'histoire. Elle n'était pas juste une légende de pêcheurs, mais quelque chose qui avait une existence, même clandestine, au sein des cercles militaires et du renseignement. Cela confirmait également que la disparition n'était pas une illusion, mais une réalité opérationnelle. Le projet ORC, ou le trou de la brume, a existé, a opéré pendant un certain temps et a cessé d'exister de manière abrupte et secrète. Le voile de silence semble impénétrable, tissé par les impératifs stratégiques d'une époque révolue et renforcé par le passage du temps. Cependant, chaque conversation, chaque document déclassifié, chaque écho du sondeur ajoute une petite pièce à ce puzzle complexe. L'histoire de la base disparue nous rappelle que même dans le monde moderne, la vérité peut être une construction fragile et que certains secrets sont gardés avec une détermination farouche, même par l'océan lui-même. Que pensez-vous de cette stratégie d'effacement total? Est-elle efficace sur le long terme? La dernière partie de cette plongée dans le mystère de la base militaire disparue nous ramène aux rives de la Bretagne, face à la mer qui garde son secret. Ce n'est pas une histoire de science-fiction, mais le récit plausible d'un secret d'État de l'époque de la guerre froide. Une base construite dans l'isolement voulu pour un projet jugé vital, probablement lié aux technologies sous-marines. Un chantier difficile, des opérations discrètes, puis un événement, un accident majeur qui a scellé son sort. L'hypothèse la plus solide reste celle d'une catastrophe liée aux expérimentations elles-mêmes ou aux conditions extrêmes du site, entraînant destruction et pertes humaines. La décision fut alors prise, au plus haut niveau, d'effacer toute trace de cette base et de son projet, pour des raisons de sécurité nationale, de protection technologique ou simplement pour étouffer un scandale ou une tragédie. L'effacement a été multiforme.
physique, destruction ou dissimulation des vestiges, documentaire, purge ou classement des archives, et humain, silence imposé aux témoins. Aujourd'hui, il ne reste que des indices ténus, l'anomalie cartographique, les rumeurs locales, quelques allusions dans des documents déclassifiés. L'enquête a permis de reconstituer un scénario crédible, de donner un nom de code possible au projet, ORC, ou le surnom le Trou de la Brume. Le site probable, près du Grand Caillou, est un lieu inhospitalier, comme si la nature elle-même participait à la garde du secret. Les échos sur le fond marin suggèrent que des vestiges existent peut-être encore, engloutis sous les sédiments. La pleine vérité, la nature exacte des expérimentations, les détails de l'accident, le nombre exact de victimes, l'étendue du camouflage, restent hors de portée pour le moment. Cette histoire est un exemple frappant de la manière dont l'histoire militaire, surtout pendant les périodes de fortes tensions géopolitiques, peut créer des zones d'ombre et des mystères qui persistent pendant des décennies. Elle pose la question de la transparence des États sur les projets sensibles et les accidents, même longtemps après les faits. Devrait-on, au nom de l'histoire et de la mémoire, lever le voile sur de tels secrets, même si cela implique de rouvrir de vieilles blessures ou de révéler des échecs? Pour l'instant, la base militaire disparue des côtes bretonnes reste un secret bien gardé, un chapitre effacé de l'histoire navale, une énigme que seule la mer, ou peut-être le temps, finira par résoudre. Les récits de ce type nous rappellent que l'histoire n'est pas toujours écrite dans les livres officiels, mais qu'elle peut aussi se trouver, fragmentée, dans les légendes, les archives oubliées et les silences des hommes. Avez-vous d'autres hypothèses sur ce qui a pu se passer ou sur ce que la base pouvait cacher? La quête de vérité sur la base disparue est loin d'être terminée. Chaque nouvelle conversation, chaque document consulté ouvre potentiellement de nouvelles pistes ou soulève de nouvelles questions. Par exemple, si le projet ORC était lié à l'acoustique, utilisait-il des fréquences spécifiques? Ces fréquences auraient-elles pu avoir un impact physique inattendu? Certains scientifiques ont étudié l'effet des ondes sonores puissantes sur les structures sous-marines ou la faune marine. Un accident pourrait-il avoir été causé par un retour de force acoustique, un phénomène de cavitation extrême ou une résonance? Et si des matériaux expérimentaux étaient utilisés dans la construction ou l'équipement, leur défaillance aurait-elle pu causer ou aggraver l'accident? Les possibilités, dans le domaine de la recherche militaire de pointe des années 60, sont vastes et souvent spéculatives, car peu d'informations sur ces programmes sont publiques. Autre question. Quel a été l'impact réel de l'effacement sur les vies des personnes impliquées? Les familles des disparus ont-elles jamais obtenu de réponse satisfaisante, même en privé? Le personnel survivant a-t-il subi des séquelles psychologiques ou physiques des événements ou de l'obligation de silence? Ces dimensions humaines du secret sont souvent les plus difficiles à appréhender, car elles sont enfouies dans les histoires personnelles et les souffrances silencieuses. L'histoire de la base disparue est un rappel poignant des coups cachés de la course aux armements et de la confidentialité extrême. Elle nous invite à regarder au-delà des récits officiels et à écouter les chuchotements de l'histoire. Bien que le mystère demeure en grande partie entier, la démarche d'enquête elle-même, en rassemblant les fragments disponibles et en construisant un récit plausible, contribue à sortir cette histoire de l'oubli et à honorer, d'une certaine manière, la mémoire de ce lieu et des personnes qui y étaient liées. La mer continuera de garder ses secrets, mais l'effort pour les comprendre, pour reconstituer le passé, est essentiel pour saisir la complexité de notre histoire récente.